Comment on refrette une basse fretless, plus plein de petites astuces de Guitar Tech. Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on refrette une basse qui a été convertie en fretless et que mon client souhaite refretter. Des fois, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, non? Bon, quoi qu'il en soit, restez bien attentifs parce que je vais saupoudrer cette vidéo de plein de petites astuces de Guitar Tech, des petits secrets, là, des petits tips normalement bien gardés, qui sont faciles à mettre en œuvre et qui, je pense, pourront vous être utiles. Et en plus, ça va fonctionner pour tous les engins de rock'n'roll type à cordes. Alors pourquoi se priver, hein? Ça vous tente? Eh ben allez, on y va! Je suis Franck et vous êtes sur la chaîne Pirate Custom Guitar. Et c'est ici que je vous donne toutes mes astuces pour transformer vos guitares ou vos basses en engins de rock'n'roll. Alors bien sûr, si c'est pas encore fait et que ce genre de sujet vous intéresse, eh ben on s'abonne, on n'hésite pas. Et si en plus vous trouvez le contenu globalement de qualité, eh ben un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi j'adore entrer en interaction avec vous. Bon, allez, j'arrête la promo là. Ah non, au fait, j'allais oublier. Je me suis lancé il y a 3 semaines dans un petit projet un peu foufou. En tout cas pour moi c'est foufou. Celui de créer, de designer et de vous fournir de l'outillage de qualité pour entretenir et régler vos précieuses. Et vous retrouverez tout ça sur un petit site que j'ai fait avec mes petites mains à l'adresse www.piratecustomguitar100e.com. Vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs à ce sujet, je tenais sincèrement à envoyer mes 150 kilos de remerciements à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui sont déjà en train d'utiliser leurs outils pirates. Je suis en rupture sur certains produits, je ne vais pas tarder de l'être sur d'autres, mais vous inquiétez pas, j'ai relancé les prods partout, j'ai activé les usines de la Pirate Guitar Custom Company, pas de problème, dès le début de l'année, tout sera disponible. Allez, fini pour la promo, cette fois-ci, promis juré, craché. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je suis hyper content de vous retrouver. Les journées sont trop courtes en ce moment, mais j'ai quand même trouvé le moyen de vous tourner une petite vidéo où, comme je vous l'ai dit dans cette longue intro de vidéo, on va s'occuper d'une petite basse. Hop, ouverture du case. On est sur un modèle Jazz Bass, couleur Olympic White. Les micros ne sont pas d'origine, ce sont des Aguilar. Je ne connais pas. Si vous avez des infos dessus, dites-le moi dans les commentaires. Pickguard en tortoise, manche et touche en érable, mécanique vintage. C'est une US de 2017, enfin le manche, on contrôlera le corps plus tard dans la vidéo. Elle était normalement frettée, mais a été défrettée. Les slots des frettes ont été comblés par du bois teinté en noir pour faire joli. C'est très bien fait d'ailleurs, je trouve. J'ai fait une vidéo il y a fort longtemps, c'est une de mes toutes premières, donc de qualité un peu pourrie, où je transforme une basse fretless en fretless et je traite la touche à la super glue pour avoir une touche hyper dure. Oui, à la super glue. Voici le lien si ça vous intéresse. Donc il va falloir reprendre le sillet. Celui-ci est optimisé pour du fretless mais sera beaucoup trop bas si je remonte les frettes. On verra ça plus tard dans la vidéo et comment on peut remonter les gorges de sillet trop profondes. Allez, démontage des cordes en mode vitesse lumière parce que c'est pas super intéressant. Regardez-moi cette magnifique touche. C'est mignon quand même. Les veines du bois là ressortent très jolies. Moi j'y suis très sensible en tout cas. Allez, on enlève le manche. Les 4 vis, typiques de chez Fender. Et on enlève le manche. Et là, bonne surprise, le manche est monté bien ajusté. Et franchement, j'en ai démonté quelques-unes. C'est la première fois que j'ai un manche si bien ajusté sur une Fender. Et tenez, voici où se trouve le numéro de série. On peut contrôler la date de fabrication du corps. Sur le plan, on voit pas très bien, mais on est bien sur du 2017. Bon, le manche est démonté. On va pouvoir passer à la partie la plus touchy de l'histoire, c'est-à-dire réusiner les slots des frettes. Alors là, il va vraiment falloir avoir bien les yeux en face des trous, ne surtout pas se speeder. Une erreur peut arriver hyper vite et tout de suite,
c'est la cata. Hein. Ça me donne envie de citer ce célèbre philosophe chinois, Mencius. Ah, vous connaissez pas Mencius? Alors, en plus des astuces de guitare tech, un petit peu de soupçon de culture générale, ça peut pas faire de mal à ce que je vois, hein. Donc Mencius a dit, ceux qui avancent, je vais pas faire l'accent chinois, hein, ceux qui avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite. Je vous laisse avec ça. Voici le petit outil qui va m'aider. Il s'agit d'une cale en MDF bien droite avec un angle à 90 sur laquelle j'ai fixé des aimants, puis une surface en poly machin truc, en plastique quoi, pour garantir un faible coefficient de friction. Il suffit de la poser bien correctement avec un petit serre-joint sur le slot, sur l'ancien slot, sur la ligne noire. Je colle ma scie et tout doucement, je commence à réusiner un passage, un slot pour la frette. Je contrôle visuellement. Ça m'a l'air correct. Et là, vous avez compris, on va se taper les 22 frettes du manche. Alors installez-vous tranquille parce que ça risque d'être un petit peu long. Je plaisante bien entendu. Hein. Voilà, je recolle la scie. On y va tout doux, on amorce. Je vous ai mis la vidéo en accéléré. Petit contrôle visuel. Une fois que ça me plaît, je peux remonter d'une corde. Donc ça fait un travail assez propre. Hein. Alors je mets un petit plan de ce qui se passe en milieu de manche. Avec un petit changement d'angle, hein, pour que vous puissiez voir concrètement comment ça se passe. Donc hyper important de bien aligner sur le passage de frette. J'arrive avec la scie. Et on crée une amorce. Donc en fait, je crée la rainure pile poil sur la bande de bois noir. Une fois que la rainure est bien posée, je fais un petit contrôle visuel. Si j'estime que je suis pas allé assez profond, eh ben je reviens dessus et je remets un petit coup de scie. Alors là, il faut attention d'être vraiment droit, hein, pas partir de travers. On vous doutez bien, quand on fait ce genre de travaux, on est posé, on est tranquille. Ça m'inspire une citation, ça. Tiens. Vous connaissez Mencius? Non, je rigole. Voilà, petit contrôle visuel. Je suis assez content de la profondeur. On est coupé bien droit, c'est propre. Le vernis n'a pas du tout bougé. Donc c'est cool. Ouf! Bon bah voilà, on arrive au bout. Ça m'a bien fait transpirer cette histoire, mais c'est bon, c'est plié. Surtout qu'il faut bien maîtriser la profondeur d'usinage. Et ouais, parce que pas assez profond le slot, la frette ne s'insérera pas correctement. Trop profond, vous risquez de couper la touche, voire même de toucher le truss rod. Ce qui, vous vous en doutez, c'est pas bon non plus, hein. Et ben maintenant, on va pouvoir enchaîner avec l'étape du refrétage. Alors, on commence par contrôler le radius du manche. Donc j'utilise ce genre d'outil. C'est d'une Fenmi, classique de classique, chez Fender. J'ai acheté des petits frettes, pièces détachées Fender, justement, pour bien respecter l'instrument. Et je vais monter ma petite cale, mon petit poinçon sur ma presse en 9,5. Et là, je commence à placer les frettes. Alors moi, j'aime bien commencer par le côté manche, parce que généralement, si on n'est pas bien réveillé ou quoi que ce soit, généralement, c'est des frettes qu'on va moins souvent toucher dans le jeu, surtout chez les bassistes. Hein. Donc du coup, ça permet de se mettre un petit peu en route, quoi. C'est un peu l'échauffement, si vous voulez. Donc là, j'ai un autre poinçon de 9,5 monté sur une cale de frappe. Je la préinsère et je la termine à la presse. C'est une presse 500 kg, je crois. Hein. Et je vérifie toujours en passant l'ongle comme ça, en essayant de voir si la frette est bien plaquée sur la touche. Et une fois que c'est fait, il suffit de reproduire cette opération encore 21 fois sur cet instrument. Donc, je la mets en place. J'en profite pour en monter quelques-unes comme ça, hein, en pré-engager quelques-unes, histoire de limiter les mouvements, puis ça me permet d'aller un peu plus vite comme ça. Donc généralement, je les fais par groupe de 5. Et je les amène à la presse. Et c'est parti, on appuie bien comme il faut dessus.
L'avantage de travailler sur de l'érable, c'est un bois qui est quand même assez souple. Donc c'est vraiment... voilà, tout se passe bien. C'est beaucoup plus facile que sur de l'ébène qui est un bois dur. Donc voilà, j'ai fait tout le manche. Je vous montre quand même un autre plan de la première frette. Vous allez voir. Hop, là on voit bien comment ça rentre. Le petit contrôle à l'ongle. Et ben c'est parfait, nickel. Donc là on coupe bien à ras, bien à ras, bien à ras les frettes qui dépassent. Parce que si on le laisse comme ça, c'est un coup à vraiment se couper les doigts. De l'autre côté également, hein. Et voilà. Eh ben, ça commence à prendre forme, cette histoire, non? Les frettes sont posées, coupées bien à ras, mais il va falloir finir le boulot maintenant pour rendre cette basse confortable et bien réglée, nom de Dieu! Pour ce faire, je commence à mettre du scotch tout le long du manche et j'arrive avec une lime à 90 degrés pour bien finir d'araser le bord de frette et que ce soit bien vraiment à ras de la touche. C'est fait. J'ai passé ensuite un coup de lime, cette fois-ci à 30 degrés, pour commencer à biseauter le bord de la frette. Là, je sors un magnifique fret rocker, d'ailleurs, noir, avec un logo pirate dessus. Je le trouve vraiment de toute beauté. Et l'idée, c'est de contrôler justement notre plan de fret, vérifier si tout se passe bien. Et là, on voit que ça bouge un petit peu. Donc ça voudrait dire que ma frette n'est pas parfaitement enfoncée. Donc, je reviens avec ma petite cale de frappe, là. J'en mets un petit coup dessus. Et je recontrôle. Et ben voilà, elle a eu ce qui lui manquait. Je peux continuer à parcourir tout le manche. Et moi, ce que j'aime bien faire, en astuce de Guitar Tech, c'est que généralement, à partir de la case 12-13, quoi qu'il en soit, j'aime bien de toute façon faire une petite planimétrie. Toute légère, toute petite, mais ça permet d'avoir, au niveau des cordes aiguës, là où la corde va vibrer le plus finalement, et ben, avoir des frettes qui sont légèrement plus basses, et ça me permet vraiment de gagner en termes d'action sur la guitare, et vous pourrez régler des cordes un peu plus bas. Alors, là on reprend le processus d'une planimétrie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, j'ai fait également une vidéo, je vous laisserai aller regarder sur la planimétrie. Je prends ma cale, et on y va tout tranquillou. Vous voyez, c'est vraiment sur le bas du manche, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux constater? Tiens, il y a des frettes qui ne sont pas beaucoup touchées. Certaines sont plus basses que d'autres. Par endroit. Bon, bah, ça méritait de faire un petit bout de plani quand même. Hein. Donc là, bah, c'est parti, on y va. Je vous passe ça en accéléré. Ok, allez, on enlève la poussière. Et là, un petit ralenti des familles. J'aurais envie de mettre du Barry White sur ce ralenti. Ok, allez, je m'égare. Ensuite, là, je sors le petit stylo rouge parce que ça change du noir. Et j'aime bien quand j'utilise ma lime pour redonner leur forme aux frettes. Au stylo rouge, je trouve que j'y vois mieux. Et là, bah, l'idée, c'est justement de laisser un trait tout fin sur le sommet de la frette. Ça veut dire qu'on a bien redonné la forme arrondie de ces premiers jours à la frette. Je vous mets ça en accéléré. Voilà. Et ensuite, je reviens avec du grain pour de nouveau policher les frettes. Donc là, je commence avec du 400, c'est assez abrasif. Ensuite, je monte au 600. Là, c'est une gomme en 800. Et là, je sors mes pommèches qui commencent à 1000, qui vont monter jusqu'à 12 000. Et je mastique toutes les frettes une par une pour leur redonner une brillance rutilante. Alors, il y en a qui font ça au Dremel. Bon, il y a différentes techniques pour policher les frettes. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Ensuite, on va s'occuper des bords de frettes. Donc là, c'est pareil, c'est une petite ligne spéciale avec un côté arrondi non abrasif et l'autre côté qui est bien plat, non abrasif également. Et l'idée, c'est de sculpter le bord de frette pour qu'il soit bien rond, bien agréable. Et quand on fait des démanchés, que ça n'écorche pas la main du musicien. Je refais mon petit contrôle avec, dis donc, un magnifique fret rocker. Je ne sais pas où il a réussi à le trouver. Peut-être sur www.piratecustomguitar.com. Bref, je check tout le manche. Excusez-moi de faire de la promotion, du placement publicitaire comme ça.
tout va bien, et ben voilà, je suis content. Voilà un manche refrété, contrôlé, parfait. Bien entendu, on travaille le manche bien à plat, hein. J'ai pas tourné tous les plans, mais c'est d'une logique, hein. Ne m'agressez pas dans les commentaires, d'accord? On est entre professionnels, là. Eh ben, on va pouvoir passer à la suite des événements. Et à votre avis, personne ne suit. On va s'attaquer au sillet, qui est beaucoup trop bas. Du coup, ça vous intéresse de savoir comment on peut remonter la gorge d'un sillet qui est beaucoup trop profonde. Vous vous demandez, mais comment c'est possible? Et surtout, mais comment il va s'y prendre? Eh ben, on va voir ça tout de suite après cette page de pub. Non, je déconne. Quoique, on sait jamais vraiment quand YouTube décide de mettre des pubs ou pas. Hein, ça se trouve, c'est maintenant. Ou pas. 7B, 7B, 7B. Alors, nous voici sur le sillet qui, comme vous l'avez vu, est cuisiné bien à ras. Ça a même attaqué la touche de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, je protège la touche. Et je viens avec une seconde couche de scotch. En fait, je fais comme une sorte de coffrage. De chaque côté, je remonte sur le sillet. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Et voilà. Ensuite, je prends tout le matériel nécessaire. Donc une chute de corde, de la glu, un petit entonnoir et du bicarbonate. Donc, le petit entonnoir fait avec le scotch. Hop, c'est pour être précis, pour pouvoir bien l'insérer dans la fente. Donc une première couche de bicarbonate. Je vais chercher ma super glue, ma cyano, et je fais tomber quelques gouttes dessus. Tout de suite, je prends ma chute de corde et je vais bien mélanger. J'en mets une deuxième couche, bicarbonate, de la glu, un petit coup avec ma corde pour façonner tout ça et bien mélanger, et un coup de durcisseur, enfin d'accélérateur. Ça m'a l'air pas mal. Et là, je peux répéter le process dans toutes les gorges du sillet. Donc, bicarbonate, glu, corde, bicarbonate, glu, corde. Un coup d'accélérateur. Vous commencez à comprendre le principe. Ok. Donc maintenant, je vais enlever les couches de scotch de protection. Je reprotège la touche. Et là, je prends une lime qui a un bord lisse. Et je vais resculpter le sillet légèrement. Alors, je commence par la partie côté mécanique, un petit peu pour voir comment ça réagit, pas faire d'erreur. Ok. Ensuite, de l'autre côté, alors de ce côté-là, il faut être hyper prudent. En fait, ça définit vraiment, là on touche au diapason, donc à la justesse de l'instrument. Donc il faut vraiment respecter, venir affleurer, mais surtout pas usiner trop. Et puis ensuite, on s'attaque sur le dessus, où là je ramène à une hauteur correcte. On voyait que de toute façon il y avait beaucoup de matière, donc je peux un peu taper dans le sillet d'origine pour avoir une surface réellement bien plate. Je contrôle au doigt tout le temps, ça me plaît bien. Encore un petit coup. Et là, j'entame les phases de polissage. Alors, c'est du 400 pour enlever un peu les grosses marques dedans de la lime. Et puis ensuite, je monte tout doucement en grain. Vous connaissez mon process, hein, jusqu'à arriver jusqu'à du 12 000 pour faire un truc bien brillant. Et généralement, je passe un petit coup même de microfibre avec du produit nettoyant pour vraiment retrouver un sillet tout propre, tout beau. Donc, vous voyez, les rainures sont remplies avec une sorte de pâte, quoi. Et voilà, on repart sur un sillet quasiment neuf. Et voilà, un sillet qui est reparti pour un tour. Alors la technique du bicarbonate plus la super glue, c'est quand même redoutable quand il s'agit de remonter un peu la gorge d'un sillet. Et sachez que ça marche aussi très très bien avec de la poussière d'os. Donc si vous êtes sur un sillet en os et que vous avez la chance d'avoir fait un petit peu de poussière d'os, vous remplacez le bicarbonate par de la poussière d'os et zam, c'est le même process. Le truc à retenir, c'est bien empiler les couches. Commencez d'abord par la poudre, donc bicarbonate ou la poudre d'os, un petit peu de glu, vous mélangez ça avec une corde, vous remettez un peu de poudre, un peu de super glue, excusez-moi, et vous remélangez un peu tout ça, un petit peu d'accélérateur si vous en avez sous la main, sinon vous laissez le temps de sécher, et normalement vous devez avoir un mélange bien homogène
zam, c'est parti. Et je vous propose maintenant de passer au remontage du manche. Et là aussi, j'ai une petite astuce. Je l'enclenche donc dans son neck pocket. On voit que c'est bien ajusté quand même. Je récupère la traditionnelle plaque Fender, les 4 vis, mais avant de remonter les vis, moi ce que je vous conseille, c'est de les frotter un petit coup, là, le filet des vis, les frotter un petit coup sur de la bougie. Alors pas besoin de grand chose, vous voyez, je mets juste un aller-retour, ça suffit largement. Et on engage la vis. Et ça va diminuer franchement, mais drastiquement, les risques de casse de vis au moment de remonter justement ces vis dans le manche. Parce que quand vous avez de la casse là-dedans, c'est vraiment merdique à réparer. Et une fois que vous avez serré, par contre, il n'y a plus aucune incidence, ça tiendra nickel. Ça vous favorise juste l'entrée de la vis dans le bois du manche. Un petit coup de propre. Je sors la brosse à dents Pikachu pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, celle de mon fils, ne vous inquiétez pas, je la lave et je la re-range dans le pot à brosse à dents tous les soirs. Il se doute de rien, ma femme non plus. Un petit coup de pchit pour nettoyer le corps, et là on vient surtout frotter au niveau des micros et sur le pickguard, là vraiment tout ce qui est sous les cordes, endroit qu'on nettoie pas souvent. Ça permet, quand je rends l'instrument au client, qu'il récupère vraiment quelque chose de nickel. Un petit coup sur la tête aussi, on peut jeter aussi un coup d'œil au serrage des mécaniques, et puis on est bon. En règle générale, dans la vie, ça passe toujours mieux quand on lubrifie un petit peu les choses. Maintenant que le manche est remonté, on va pouvoir passer à l'étape remontage de cordes. Et j'en vois trop qui négligent ce point. Pourtant, c'est vraiment gage d'une bonne tenue de l'accordage, ça. Il ne faut surtout pas trop de tours de corde autour de la mécanique, mais il n'en faut pas trop peu non plus. Et du coup, vous voulez savoir comment je m'y prends. Alors voici ma technique pour être au top du remontage de cordes, notamment sur des mécaniques vintage. Donc je monte du 50-105 de chez Ernie Ball. Je ne vais pas vous faire toute l'explication pour remonter les cordes sur une Fender Jazz Bass. Si, bon on passe les cordes par le corps, comme ça. Alors moi j'aime bien aligner toutes les mécaniques, ça fait gagner du temps. On les met toutes en ligne comme ça, vous allez voir que ça nous fait gagner du temps pour la suite. Je prends la première corde, je la ligne, et vous avez vu, je la passe par toutes les mécaniques. Je laisse une mécanique et je coupe juste après. Là je suis un poil long, là, et c'est pour la démo, vous comprenez bien. Je la réenclenche, on engage la corde. En tournant, on fait attention de bien positionner la corde, vous avez vu qu'elle passe bien dessous de l'autre. Je tire un peu et ça suffit, basta. Le même process pour la deuxième corde. On continue avec la troisième corde, vous avez compris maintenant. Vous allez me dire comment on fait avec la dernière corde. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. On positionne comme si on allait la monter. Je la prends et cette longueur-là, hop, je la ramène sur la mécanique juste avant, et comme ça, je sais quelle longueur prendre exactement. Clac, il suffit juste de couper ensuite le bout de corde qui est en trop. On réengage dans la mécanique, un petit angle, on s'assure que les cordes se montent, la corde s'enroule correctement dans la mécanique, et là on commence à être pas mal. Ok, les cordes sont remontées, il va falloir qu'on s'attaque vraiment de nouveau au réglage du sillet maintenant, parce qu'il est de nouveau vierge en termes d'encoche. Et croyez-moi, on va se faire des encoches aux petits oignons. Alors, on voit bien que là, le sillet est beaucoup trop haut. Vous avez vu l'action qu'il y a à la première frette. C'est vachement haut, donc pas confortable. Donc, je détends la corde. Je prends une première lime de 10, donc qui est très fine, mais c'est juste vraiment pour créer une amorce, parce que je vous rappelle que le sillet est vierge. Donc, c'est hyper important au début d'être très précis. Créer une petite encoche, une petite amorce. Pas besoin d'aller très profond. C'est juste, ça va servir pour guider la grosse Bertha qui est ici, en 105, beaucoup plus grosse, et puis pour l'envoyer directement au bon endroit. Et là, je crée vraiment l'usinage, enfin je fais vraiment l'usinage de l'encoche à proprement parler, pile poil adapté au jeu de corde de mon client. Et la corde demi-grave est en 105, donc lime de 105. Pas mal de matière, je remonte la corde en position, je remets un petit peu de tension et je vérifie en frettant juste avant la troisième frette et je tapote au niveau de la première frette. C'est encore trop haut, donc j'y retourne. On y va tout doux parce que sinon il faut qu'on refasse l'opération depuis le début, qu'on remette du bicarbonate, de la glu, machin, enfin bref. Donc autant y aller doucement. Là, je commence à m'approcher de la frette. Je suis encore un poil trop haut à mon sens. Hop, le petit coup de pinceau qui va bien, on remet en tension.
je tapote, et là, on commence à être pas mal. Et vous voyez, par rapport à celle de là, on est beaucoup plus haut. Donc là, après, il suffit de faire toutes les autres cordes. Voilà qui est fait, je réaccorde la basse, j'accorde ma basse, tintin. Pardon, des fois j'ai... Oh là là. Et je vais contrôler l'action avec, ma foi, une très jolie carte de mesure d'action. Hein. Bien outillé ce pirate. Hein. Je fais du test en position de jeu maintenant pour vérifier qu'il n'y ait rien qui frise. Bon, je suis gaucher, donc ça ressemble à rien avec une basse de droitier. Hein. Alors déjà que les bassistes ressemblent à rien, non, je plaisante. Et voilà notre basse que je trouve pour le coup magnifique, remontée, refrétée comme si rien ne s'était passé, avec cette belle couleur, ce joli pickguard et ce magnifique tapis de travail. Vous avez zappé toutes les étapes réglage, et si c'est ça que vous cherchez, si c'est ça vraiment qui vous intéresse, eh ben j'ai déjà fait une vidéo sur le réglage d'une basse. Et j'y aborde un peu toutes les étapes, un peu plus en détail. Allez faire un tour. Voilà. Pour ma part, j'en ai fini avec ce projet. Si vous souhaitez voir cette basse en action, je vous conseille d'aller faire un tour sur les réseaux du groupe Nevraska et de son projet parallèle qui est Aksarven. Enfin, c'est Nevraska à l'envers. C'est créatif les mecs, hein. Pour ma part, il me reste qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur www.pirate.customguitar.com, guitare sans E, le lien est dans la description. Surtout si vous cherchez de l'outillage de qualité pour Guitar Tech. Allez, gros bisous les moussaillons, passez de bonnes fêtes, c'est tout pour moi. Ouais.